Est-ce que la Ville de Saint-Augustin a participé aux discussions concernant l'entente sur la quote-part? Si oui, quelle est l'entente et quelle est la participation de la Ville? Alors, c'est la question du jour. Ça a fait les manchettes depuis le début de la semaine. Donc, je vais donner l'info, beaucoup d'infos. Alors, premièrement, dans la question de monsieur, il y a le mot entente. Là, il n'y a pas d'entente sur la table. J'ai joué ces mots un peu, là, mais il faut être clair. C'est un règlement. C'est un projet de règlement, comme il y a depuis plusieurs années, donc 2022, 2023, 2024, règlement sur le partage des coûts liés à la quote-part. Donc, chaque année, c'est adopté à la majorité à l'agglomération. Depuis, en tout cas, au moins depuis 2022, on vote contre. Les deux villiers votent contre. Et c'est quand même adopté, donc ça nous est imposé, puis la vie continue. On vit avec. Donc, tout ça pour dire, donc, c'est pas une entente bien particulière qui demande des signatures et tout ça, là, comme on pourrait l'imaginer. C'est simplement un projet de règlement, mais avec dans ce modèle-ci, cette fois-ci, une mécanique, puis une formule, puis tout ça, qui diffère des dernières années. Donc, plusieurs ont demandé la position de la Ville de Saint-Augustin et de Desmaures quant à ce projet de règlement sur les quotes-parts. L'avis de motion est à l'ordre du jour de la séance du Conseil d'agglomération de demain. Puis sur un avis de motion, on ne vote pas. C'est sur un projet de règlement qu'on vote. Donc, le vote pour ça va se faire à l'agglomération le lendemain de notre prochaine séance qui est le 17 juin. Donc, le 18 juin, à l'agglo, normalement, sera présenté pour adoption le projet de règlement dont on se parle. Nous, on a comme habitude ici au Conseil municipal à Saint-Augustin-des-Maures de mettre on prend une résolution là, pour orienter le vote du maire à l'agglo. Donc, sur les résolutions pour lesquelles on est favorable, les résolutions pour lesquelles on est défavorable. Et on met les avis de motion dedans quand même. Même s'il n'y a pas de vote pour un avis de motion, on les met. Ça permet, le but, c'est pour les citoyens, pour les Augustinois, de prendre connaissance des projets de règlement qui s'en viennent, puis du coût qu'a le Conseil versus ces projets-là. Donc, ce soir, il est dans la liste des projets à l'agglo de demain, même si je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de vote comme tel. Ce soir, nous, on va voter, incluant sur cette avis de motion-là. Et donc, j'ai écrit, moi, aux journalistes, c'est ce qui a donné lieu à plusieurs articles dans les médias aujourd'hui, là. On m'a demandé la position de la Ville de Saint-Augustin-des-Maures quant au projet de règlement. Alors, j'aurais écrit que le conseil municipal est composé de 7 membres indépendants qui prendront une résolution sur l'orientation du vote du maire sur l'adoption du projet de règlement en question le 17 juin, comme je vous disais, parce que c'est le 18 qu'à l'agglo, ça va être voté formellement, en vue de la séance d'agglomération du lendemain. Vous comprendrez donc que d'ici là, je ne peux vous donner la position officielle de Saint-Augustin-de-Desmaures. Cela dit, je peux vous donner mon opinion personnelle, laquelle n'engage que moi, évidemment. Mes conseillers et moi avons largement discuté du dossier depuis plusieurs mois et je crois pouvoir affirmer que plusieurs, sinon tous, abondent dans ce sens. Donc, je vais vous expliquer ma position que je sais ou que je crois être partagée par les gens ici au sein du Conseil. Maintenant, la vraie position officielle par réseau ne sera pas prise ce soir, va être prise dans 2 semaines. Par contre, on va avoir une bonne idée déjà, mais ce n'est pas parce que ce soir, les gens seraient en faveur ou contre qu'ils sont liés pour ça, pour la vraie décision dans 2 semaines, parce que c'est un avis de motion sans vote. J'ai mentionné dans mon courriel aux journalistes que dès mon élection, il y aura 10 ans samedi prochain, j'ai soutenu le fait que le mécanisme de partage des dépenses de l'agglomération était à revoir parce qu'il est profondément dysfonctionnel et inéquitable. Depuis le début, je milite en faveur d'une quote-part fixe, indexée annuellement, où la notion de potentiel fiscal est éliminée. Stabilité, prévisibilité et équité étaient les mots-clés. Ce que j'ai exposé dès le début des rencontres de discussion entre les 3 villes liées. Et ça, on remonte donc à une couple d'années minimum. Et c'est la position que VSAD a maintenue au cours de tout le processus qui dure maintenant depuis quelques années et auquel nous avons activement participé.
Le projet de règlement, c'était la RAVQ 1714, quoique présentant certaines améliorations, ne répond pas à la majeure partie des préoccupations que VSAD a exposées dès le départ et ne tient pas compte des demandes et suggestions formulées à maintes reprises tout au long du processus. Quand je dis certaines améliorations, ce projet de règlement-là élimine le recours à la question des dépenses dites d'agglomération, dépenses mixtes, dépenses de proximité et les mésententes que ça peut amener. Là, ça, c'est plus présent, c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs considérations et irritants pour la ville de Saint-Augustin à travers tout ça. Et on les a poussés dans tous les sens possibles sans succès. Alors, ce règlement de division de répartition des dépenses d'agglomération, donc, ou on va le dire plus simplement, sur les 4 parts, propose un montant de départ, ensuite une quote-part indexée selon différents facteurs dont je vais parler un peu plus tard. Donc, les 3/4, c'est une quote-part dite fixe indexable et le reste, je vais en parler plus tard. Donc, le montant de départ proposé pour VSAD est de plus de 27 millions pour la partie indexable seulement, donc les 3/4 du montant ou à peu près, et près du double de celui de l'autre ville liée. Et ça, c'est basé sur le potentiel fiscal et c'est sans relation logique avec les coûts des services rendus. Alors, il n'y a aucun rationnel dans cette mécanique, ni dans l'établissement du montant de départ, si ce n'est que, selon nous, de tenter de ramener ce dernier, le montant, plus près de ce qu'il serait si la Cour devait trancher à nouveau. Ensuite de ça, la contribution au RTC des villes liées est exclue de la nouvelle formule de calcul. Donc, j'ai dit quand il y avait une quote-part fixe indexable selon différents facteurs, c'était vrai pour à peu près 3/4 du montant, mais il y a un quart, donc, c'est-à-dire que près du quart de la quote-part de VSAD continuerait d'être régie par l'ancienne formule, où VSAD paierait donc, en fonction de son potentiel fiscal, une somme très importante pour le fonctionnement du RTC. Pour 2025, ce serait près de 8,3 millions. Est-il besoin de faire la démonstration que le budget du RTC risque de continuer à exploser? Parenthèse, on a eu une augmentation de la contribution de VSAD de 2,3 millions entre 2024 et 2025. Ça veut dire près de 40 d'augmentation en un an. Et conséquemment, notre quote-part aussi. Donc, que le budget faire la démonstration que le budget du RTC risque de continuer à exploser et conséquemment, notre quote-part aussi. 25 de la quote-part n'est pas sous le contrôle, entre guillemets, de la nouvelle formule, ce qui fait que ça peut exploser. Puis on l'a vu là, dans la dernière année, c'est 40 d'augmentation. Même si le projet de règlement exclut les dépenses en immobilisation du tramway, les coûts d'opération généraux se font et continueront de se faire sentir. Idem pour l'électrification des transports prévus, etc. On est loin de la stabilité et de la prévisibilité souhaitée, et ce, pour près de 25 de la quote-part. Il n'est pas question, par ailleurs, de taxer les automobilistes pour compenser. Soyez-en assurés. Autre point, indexation de la quote-part prévue annuellement dans ce projet de règlement selon 3 facteurs, ce qui implique une redondance évidente. Donc, on prend le montant de départ et lorsqu'on change d'année, on l'indexe dans un premier temps à l'IPC, l'indice des prix à la consommation ou le coût de la vie, là, appelez ça comme vous voulez. Ce avec quoi on était tout à fait d'accord. Ça, c'est le maintenir fixe. En fait, le coût de la vie augmente. On indexe, on augmente le montant du coût de la vie et ce n'est pas un problème. Il s'ajoute à ça la population et le potentiel fiscal. Donc, en sus de l'IPC, la quote-part serait indexée en fonction de la variation de la population de chacune des villes liées. Et donc, que des villes liées, pas de la ville-centre. Ainsi, une augmentation de la population de Saint-Augustin-de-Desmaures impliquerait une hausse de sa quote-part, mais ces calculs ne vaudraient pas pour la ville-centre. VSAD souhaitait une indexation en fonction de la population de l'ensemble de l'agglomération pour chacune des 3 villes, ce qui aurait fait en sorte que ce soit équitable. Le projet de règlement actuel ne prévoit pas que si la population de la ville-centre augmente, elle paiera une plus grande part des dépenses. C'est réservé aux villes liées. Et on nous a exposé que notre proposition, et je cite, compromettrait l'équilibre de la formule. Je vous laisse
je vous laisse réfléchir à ce que ça peut impliquer. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la variation de la population de Saint-Augustin-de-Desmaures fait partie d'une indexation à la hausse si, évidemment, la population a augmenté et augmente notre quote-part. Même chose pour l'autre ville liée. Et la Ville de Québec, elle, si sa population augmente de 40, 50, 80 000 personnes, peu importe, on sait qu'il y aura d'augmentation importante dans cet endroit-là. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Eux, leur part des dépenses d'agglo qui sont payées à même avec les quotes-parts et l'ensemble des dépenses, eux, ça ne bougerait pas. Ce que nous, on souhaitait, c'est qu'on prenne la population de l'agglo au total. Exemple, 600 000 personnes. Et nous, on représente là-dedans 21 000, puis l'autre ville liée, peut-être 17 ou 18 000. Et là, puis donc, la Ville de Québec, la différence, là, donc 560 ou à peu près 1000, là, je fais des chiffrons, et que ça soit comme une tarte qu'on divise, c'est-à-dire que 560 600e appartiennent à la Ville de Québec, et les autres pourcentages aux villes liées, et que ça représente donc 100 %. Puis ensuite de ça, nous, ça varie en fonction de cette pointe de tarte basée sur 100 %. C'est pas ça du tout qui a été mis de l'avant. Et donc, pour nous, on trouve que ça n'a pas de sens parce que la ville-centre, elle, est appelée à avoir une population de plus en plus grande, élevée en individus. Donc, plus de gens pour payer. Vous me direz plus de dépenses peut-être, mais jamais, il n'y a pas de commune mesure. Donc, donc, la quantité de gens pour payer à Québec, un robot, mettez ça réflexion, là, poussons ça à l'extrême, même si c'est impossible, mais que la Ville de Québec devienne tout à coup une population d'1 million, ben eux, leur part, elle reste la même. Puis nous, ça augmente en fonction de notre population. Ne serait-ce qu'on augmente de 3 personnes, ça va indexer notre part à la hausse. Donc, pour nous, ça ne va pas. Puis, il y a une indexation supplémentaire, une troisième à ce montant de base. Et selon le potentiel fiscal, chose qu'on souhaitait éliminer, là, le potentiel fiscal, c'est la valeur foncière de chacune des villes. Donc, dans l'agglo, disons que l'agglo, je vais faire des chiffrons, puis ce n'est pas les bons chiffres, c'est plus que ça, là, mais si l'agglomération vaut, par exemple, je ne sais pas moi, 1 milliard, ben nous, on représente grosso modo, là, à ce moment-là, 5 de ça, l'autre ville liée 2 puis la Ville de Québec à peu près 93 % Puis donc, c'est le poids relatif de toutes ces entités-là qui détermine le potentiel fiscal. Donc, il n'y a pas de lien entre les services rendus. Je vais en parler un petit peu plus loin, là, mais en fait, une indexation supplémentaire selon le potentiel fiscal s'ajoute. Ce concept continue de vicier la mécanique de calcul en indexant la quote-part en fonction de la richesse foncière, laquelle est sans relation logique et directe avec les coûts des services rendus, leur qualité ou leur niveau d'utilisation. Donc, nous, là, on trouve qu'à un moment donné, là, parce que notre valeur foncière est élevée, on le sait, la maison moyenne à Saint-Augustin-des-Maures est plus élevée qu'ailleurs, on a un parc industriel, etc., etc. Mais une maison qu'elle vale 600 000 ou 1 million versus une maison de 200 000, l'eau potable n'a jamais été reconnue que les gens qui ont une maison d'1 million boivent plus d'eau et vont plus aux toilettes que ceux qui en ont une de 200 000. Même chose pour l'égout, etc. Le feu, la police. Prenez l'exemple que vous voulez dans les compétences d'agglo. C'est pas vrai que la valeur foncière est la seule chose qui détermine qui devrait, déterminer le coût de la quote-part ou en tout cas de l'indexation dans ce cas-ci. Et donc, on considère que le potentiel fiscal, c'est quelque chose qu'il fallait essayer d'éliminer et ça n'a pas été retenu, ça non plus. Le projet de règlement prévoit que les surplus d'agglomération ne seraient plus répartis entre les trois villes. Et même chose pour le déficit s'il y avait. Or, l'agglomération constate des surplus depuis des années. Avec le projet de règlement, nous ne récupérerions plus ces sommes versées entre autres. Nous sommes allés en cours il y a quelques années pour récupérer les sommes versées entre autres, celles-là qui durent toujours. Accepter l'inscription de ce concept dans un nouveau règlement n'en ferait pas quelque chose de plus équitable. Les enseignements de la Cour méritent d'être considérés. Et à cet égard, d'ailleurs, les procureurs de la Ville de Saint-Augustin-des-Maures, dans les discussions
et autres négociations qui sont en cours depuis des mois, on fait inscrire au règlement, au projet de règlement, le versement de notre part du surplus d'agglomération 2024. Ça veut dire plus de 1,7 million. Cette somme, versée en trop, nous reviendra parce qu'elle est inscrite dans le projet de règlement, mais avec le nouveau projet de règlement qui est sur la table, s'il y avait ces surplus disponibles, on ne les récupérerait pas. À contrario, effectivement, on me dira, oui, mais s'il y a un déficit, on ne le comblera pas. Mais il faut remonter loin pour trouver un déficit d'agglomération. Et il y a quelque part, ce qui est de malsain dans ça, selon nous, c'est que si, selon moi, parce que c'est ma vision, mais on sait qu'elle est partagée pas mal, mais donc, c'est un peu d'un chèque en blanc. C'est-à-dire que la Ville-Centre décide elle-même le niveau de service qu'elle offre, la quantité de service, elle peut décider. Je vais encore donner un exemple loufoque. Et stressez pas, monsieur l'agent à l'arrière, mais s'il décide de couper la moitié de la police, et donc de ne plus d'avoir un service de police la moitié moins grosse. Je répète, c'est loufoque, mais c'est pour faire réaliser. Bien, nous, on aurait évidemment une baisse des services de l'ordre de la moitié, mais on continuerait de payer la même facture. Puis donc, il y aurait quoi à la fin? En sauvant la moitié du coût de la police, il y aurait un surplus. On n'y participerait pas. On ne récupérerait pas l'argent payé en trop pour une baisse des services. L'exemple, je le répète, est loufoque, mais n'empêche, il y a eu des surplus en 2024 de l'ordre de 100 millions agglo et Ville de Québec ensemble. C'est pour ça qu'on récupère 1,7 parce que toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des baisses de services, il peut y avoir d'autres choses. Là n'est pas la question, mais si on paye en trop, il faut récupérer. Là, le projet de règlement vient abandonner cet aspect, donc on ne récupérerait plus si on paye en trop. Ensuite, le gouvernement du Québec verse annuellement une subvention de 7 millions à la Ville de Québec depuis des années pour la soutenir dans son rôle de capitale nationale. C'est la raison là, qui est invoquée pour verser cette subvention. Cette subvention-là fait l'objet d'une décision du Conseil du Trésor du Québec à chaque année et peut être coupée à tout moment. Donc, d'une année à l'autre, le gouvernement peut décider on ne la donne plus, c'est réglé, il n'y en a plus. Or, depuis des années, la Ville de Québec a fait le choix, et c'est son choix, de l'appliquer au code-part des villes liées dans le cadre d'entente avec le gouvernement qui ne relève pas de nous et sur lesquels nous n'avons aucune prise. Donc, le gouvernement donne un montant, 7 millions à la Ville de Québec pour son rôle de capitale nationale. Il y a eu des ententes il y a plusieurs années, avant même que j'arrive ici à la Ville, et il y a des tractations qui se sont faites, ce qui a fait en sorte que la Ville de Québec a appliqué cette somme de 7 millions au code-part des villes liées. Donc, dans le cadre d'entente, on voit puis on n'a aucune prise là-dessus. On n'est pas signataire de l'entente, on n'est pas nommé dans l'entente, c'est simplement versé à la Ville de Québec qui a pris la décision de le verser ensuite dans le dossier des codes-parts. Aujourd'hui, on vient inscrire dans un projet de règlement qu'en cas de perte de cette subvention par Ville de Québec, les villes liées devraient absorber, en fonction de leur potentiel fiscal respectif, 50 du manque à gagner, donc 3,5 millions. Pour VSAD, cela signifierait 2,5 millions sur les 3,5 qui s'ajouterait du jour au lendemain à notre quote-part en raison de la coupure d'une subvention dans les termes de laquelle VSAD n'est pas une partie. Pour rappel, la Ville de Québec s'est déjà fait couper il y a quelques années une subvention comparable de l'ordre de 5 millions. Donc, rien ne garantit le maintien du 7 millions. Ça fait en sorte que cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes est une nouveauté dans le projet de règlement. Auparavant, nous n'avions pas assumé la moitié des risques encourus par la Ville de Québec. La Ville de Saint-Augustin-des-Desmaures tenait à ce qu'il soit reconnu et assumé la compétence d'agglomération en ce qui a trait au lac Saint-Augustin. On a eu une fin de non-recevoir. On voulait que ce soit partie du règlement puis de l'ensemble des choses négociées. La loi est pourtant très claire à ce sujet. Et je vous invite à aller la consulter. C'est la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Ça, c'est le nom de la loi. Article 19, alinéa 7. Et il est mentionné, les lacs et cours d'eau sont de compétences d'agglomération.
lacs et cours d'eau. Il y a 2 lacs sur le territoire de l'agglomération, le lac Saint-Charles et le lac Saint-Augustin. Et la Ville de Québec argue que le lac Saint-Augustin, ce n'est pas une compétence d'agglomération. Ensuite de ça, la Ville de Québec poursuit la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures pour un litige qui date de 2018 en lien avec une conduite d'alimentation de compétences d'agglomération située dans le parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures. Une poursuite qui se chiffre à un peu plus de 3 millions. Et c'est la conduite d'amener qui va au réservoir principal dans le parc industriel, sur la rue du réservoir, justement. La conduite part de la Ville de Québec, s'en vient au réservoir. C'est donc une immense conduite qui alimente notre bassin. Et ça, c'est de compétence d'agglo depuis que l'agglo existe. Donc, en vertu d'une ligne là, dans le jugement, puis en tout cas d'une interprétation que je qualifierais du coyote, ils ont décidé que les travaux qu'ils ont fait en 2018 sur cette conduite-là, on devait les payer. Alors, ce n'est pas nous qui avons fait les travaux, ce n'est pas nous qui avons donné le contrat. C'est du grand n'importe quoi. Donc, on voulait que ce soit réglé. En fait, on voulait que nous souhaitions un retrait des procédures et que ça soit inclus dans le projet de règlement. Alors qu'il n'y en a aucune place au règlement ou ailleurs. Donc, pour ces raisons, notamment, je ne suis pas en faveur du règlement qui est sur la table. Cela dit, c'est rien de nouveau. Depuis 2022, comme je disais tout à l'heure, la Ville-Centre nous impose, par son vote majoritaire, année après année, un règlement de partage des coûts. Nous votons contre à chaque fois, mais la majorité l'emporte et nous vivons avec ce que cela implique. Au moins, avec ce projet de règlement, la quote-part 2025 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures serait rabattue de 5,6 millions, soit une partie des sommes versées en trop, comme pour les années ayant été l'objet d'un procès, sans plus. Et il s'agit de voir les dernières années. La quote-part 2022 était de 26 millions, 2023, 27,8, 2024, 32,6, 2025, 37,3. Et là, elle reviendrait à 32, ce qui veut dire la même chose que l'an dernier. Donc, j'ai exposé ça à mes collègues, certains de mes collègues. Vous avez une télé en vente à 799 $ et dans 2 mois, il y aura la super vente. Donc, vous l'augmentez à 999 $. Le jour de la super vente, vous la remettez à 799 $. C'est un super rabais de 20 %. En tout cas, point positif aussi que là-dedans, l'indexation au potentiel fiscal ne serait pas considérée pour 2026. Donc, l'indexation en triple dont je parlais tout à l'heure pour l'année 2026 ne serait pas considérée. Ça essaie d'être attrayant à court terme et c'est un traquenard ou un pétrin dans lequel il ne faut pas se mettre le bras parce que c'est tout sauf prévisible, stable et équitable. Bien, il y a des choses prévisibles que le RTC continue d'exploser en termes de budget. C'est prévisible, mais il faut que ce soit aussi équitable. Il ne faut pas que ce soit juste prévisible. La même chose pour la population et autres. Donc, je ne ferai pas d'autres commentaires aux médias sur ce que je leur écrivais là, avant que le Conseil ait pris une décision officielle. Ce soir, elle sera officielle, disons, et dans 2 semaines, elle sera officielle. L'équité n'était pas au rendez-vous, c'est ce que je leur ai écrit, c'était dommage. Puis j'ai fini par une citation de Mahatma Gandhi. Gandhi, qu'on connaît, là. Tout compromis repose sur des concessions mutuelles, mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. Donc, ça, c'était pour répondre à monsieur. Je sais que la réponse était longue, mais c'est quelque chose qui, je pense, était d'intérêt pour tous. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire demain ou en tout cas d'ici la fin de la semaine, on va prendre l'extrait vidéo de la séance qu'on vient de faire là, pour les explications que je viens de donner et on va le rendre accessible sur notre site web et le diffuser via notre plateforme Facebook ou autre là, pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y en a. Maintenant, un autre point que je veux liquider. Puis ça fait partie de la question de monsieur. Disons que c'est le citoyen que je suis qui pose la question. Puis la question, c'est qu'en est-il des honoraires et du fait qu'on affirme que vous n'auriez pas payé pour régler ce problème de quote-part depuis des années. Donc,
dans les médias aujourd'hui, dans le Journal de Québec notamment, là, il est mentionné qu'il y a une réaction du côté du maire de l'ancienne Lorette, que selon lui, Sylvain Junot n'a jamais, Sylvain Junot s'entend, la ville de Saint-Augustin-des-Maures, mais mentionne Sylvain Junot, n'a jamais contribué financièrement à régler le dossier des quotes-parts de l'agglomération, mais il en récolte continuellement les bénéfices. Il agit un peu comme un passager clandestin. Alors là-dessus, parce que je sais ce que ça va faire, là, ça va ressortir un débat qui ressort régulièrement où les gens de l'autre ville liée demandent à Saint-Augustin-des-Maures de payer une partie de leurs honoraires d'avocats et autres. Et il y a même des Augustinois qui ne comprennent pas et qui pensent qu'on ne paye rien, qu'on bénéficie, etc. Donc, depuis le début de la saga, qui a commencé il y a 2000, ça fait plusieurs années, en tout cas, là, 2008, 10, 12, 2009, disons 2009, le règlement en cours, là, le jugement de cours, la première partie, c'était 2008-2015. Donc, ça a commencé en 2008, on est rendu en 2025. Donc, depuis le début, on a des gens au dossier là, qui facturent des honoraires chez notamment nos avocats, Tremblay, Bois, Mignot, Lemay. Qui a là-dedans Maître Lorrain et Maître Lemay, maintenant, qui est aussi investi dans le dossier. Ensuite, il y a une firme de jury comptable qui s'appelait à l'époque Navigant, qui a changé de nom à un moment donné pour s'appeler Cossian. Donc, ça aussi, il y a eu des honoraires de verser. Ça remonte à loin. Et Raymond Chabot, Grant Thornton, dans un passé plus récent, qui nous a servi aussi d'expert pour la comptabilité puis la fiscalité municipale dans ce dossier-là. Alors, tous ces professionnels-là, jusqu'à maintenant, c'est pas un chiffre précis, c'est de l'ordre de grandeur, là, mais c'est jusqu'à maintenant a coûté à la ville de Saint-Augustin-des-Maures 1,3 million. 1,3 million de dollars, là, c'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. Après, si on veut le comparer à ce que quelqu'un d'autre a dépensé, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un décide de dépenser à outrance, c'est son problème. Mais nous, sur un dossier qui s'étire depuis pas loin de 20 ans, 17, 18 ans, d'avoir payé 1,3 million de dollars en frais divers, honoraires d'avocats, puis de jury comptable, puis de comptable, on considère qu'on en a payé du professionnel, puis on continue d'ailleurs. Nos professionnels sont encore au dossier. J'ai d'ailleurs mentionné qu'au projet de règlement, nos procureurs ont fait ajouter le fait qu'on récupère nos surplus 2024. Et Maître Lorrain a plaidé lors de l'audience pour la cause 2008-2015. Maître Lorrain est un municipaliste dans le monde juridique, émérite et reconnu. Donc, je pense que de mentionner qu'on ne contribue pas financièrement à régler le dossier des quotes-parts, c'est prendre une liberté avec la vérité. L'autre chose, c'est que de dire qu'on en récolte continuellement les bénéfices, comme les clandestins, là-dessus aussi, j'ai des bémols. C'est plus que des bémols. C'est notre argent. Le 5,6 millions dans ce projet-là, puis quand on a récupéré, etc., c'est notre argent, c'est l'argent des Augustinois. On n'a fait que le récupérer. Donc, on ne profite pas de bénéfices du travail de quelqu'un d'autre. On récupère notre argent avec nos professionnels à 1,3 million de dollars sur 18 ans. Vous permettrez de dire que je pense que c'est cher payé. On a récupéré beaucoup, bravo, tant mieux, mais n'empêche qu'on les a payés. Et le dossier, là, justement, parce que là, ce que ça va amener, c'est qu'on va avoir des Lorettains qui vont hurler qu'on ne paye pas leurs avocats, puis que ci, puis que ça, puis qu'on ne paye rien. Je viens de répéter, là, 1,3 million. Ça a été abordé à plusieurs reprises dans le passé. L'absence, en fait, nous, là, on a même fait faire des vérifications. Il n'y a aucun élément qui justifie qu'on verse quoi que ce soit à l'autre ville liée. En 2026, donc lors de la première poursuite, en 2006, pardon, excusez, 2006, en tout cas, je vous ai dit 2008, là, mais le procès, pas le procès, mais la cause commençait en 2008. Les deux villiers avaient décidé au préalable de faire front commun en retenant conjointement les services d'un cabinet d'avocats. Cette expérience ne fut pas répétée lors de la seconde poursuite déposée en 2011. Les deux villes ont alors chacune retenu les services d'un cabinet d'avocats
et éventuellement même 2 dans le cas de la ville d'Haute-Villiers, et d'experts comptables. Ainsi, en espèce, la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est depuis uniquement liée à ses propres professionnels, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sa responsabilité contractuelle ne saurait être légalement invoquée envers un tiers, et quelle que soit la hauteur des sommes dépensées. Les services professionnels actuellement rendus à la ville de l'Ancienne-Lorette sont la suite de mandats accordés depuis longtemps de façon autonome par cette dernière, et ce, sans que la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ne soit partie au contrat l'unissant à ses professionnels et aux mandats donnés. Cette dernière n'a donc évidemment aucune responsabilité quant au paiement des honoraires encourus à l'égard des 10 mandats. La position de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures dans ce dossier était d'ailleurs totalement partagée par le maire Émile Loranger, avec qui j'ai eu une discussion à ce sujet précis. Il en avait même fait l'objet d'une de ses chroniques destinées aux Loretins en mars 2020, peu de temps après notre discussion, un mois avant son décès. M. Loranger est décédé en avril, je pense, 2020. Un mois avant, il avait fait une chronique qui parlait exactement de ce sujet-là. Et dernier point concernant M. Loranger, avec qui je m'entretenais souvent, on n'était pas toujours d'accord, on n'avait peut-être pas la même philosophie sur bien des choses, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui était de bon jugement, qui avait, en tout cas, pour la plupart du temps, et qui avait beaucoup d'expérience, évidemment. Et durant les discussions qu'on a eues en 2016, on a essayé de s'entendre avec l'Aglo, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché notamment parce qu'il y avait deux maires qui n'étaient pas capables de se sentir, dont M. Loranger et M. Labonde. M. Loranger me répétait sans cesse, et je le crois et je le comprends encore plus aujourd'hui, et je le constate, me disait, il faut se méfier du transport en commun, ça va coûter les yeux de la tête tantôt. Et on le constate aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, on se fait proposer un projet de règlement où il y a une nouvelle formule supposément intéressante financièrement, mais qui exclut le transport en commun. Puis, je n'ai pas besoin de demander, je pense que vous avez d'écouter une nouvelle comme tout le monde, le transport en commun, vous pouvez être sûr que ça va coûter un bras tantôt. Donc, c'est un aspect. Puis, je conclurai là, cette histoire de Côte-Port et de tout ça ce matin, pas ce matin, mais ce soir, sur quelque chose que j'ai lu ou entendu dans les articles qui ont été publiés. Je ressors là, 2 secondes, un autre moment de recueillement. Donc, on a dans un article le commentaire suivant. Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif de Québec, a assuré que la nouvelle façon de facturer ne coûtera pas forcément plus cher à la Ville de Québec, puisque la façon de calculer changera complètement et que les investissements seront calculés sur une période de 10 ans. Et puis, de l'autre côté, j'avais dans le même article le maire de l'Autre-Villiers qui disait que ça allait faire des économies substantielles aux Villiers. Alors, si c'est pour apporter beaucoup de sous aux Villiers et que ça ne coûtera pas plus cher à l'agglomération, je dois manquer d'expérience en politique parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui a fait un stage à Poudlard et qui fait de la magie parce que si ça ne coûte pas plus cher à Québec et que les Villiers récupère des millions, il y a quelqu'un quelque part qui soit qui n'a pas compris ou, comme je répète, là, fait un stage en magie. Oui, M. Simon. Oui, si vous permettez, M. le Président, j'attendais que les gens dans la salle puissent poser leurs questions parce que je voulais revenir sur votre déclaration. Je considère important que certains d'entre nous prenions la parole parce que, vous le répétez souvent, et il faut le répéter aussi souvent à nos partenaires que nous sommes 7 candidats indépendants. Ce sont des décisions du Conseil. Donc, il me semble normal de venir ici puis de prendre la parole puis d'appuyer cette position, je pense, qui est partagée par l'ensemble des membres des conseils. Je dirais que là, je me prêtais à ne pas être bref, mais je l'ai finalement. J'avais couvert quand même plusieurs points. Donc, tout le monde va y gagner. Je dirais que premièrement, je rappellerai à tout le monde que nous sommes en année électorale.
Pourquoi je dis ça? Parce que cette même mise en scène provient de l'ancienne arrêt du fait qu'on devrait leur faire un don, qu'on devrait payer tout ça. C'est arrivé en 2021. Si on retourne encore, puis à cette fois-là, je m'étais abstenu de parler pour préserver des bons liens avec nos partenaires. Mais chacun, il va tente de faire sa belle annonce, de faire un peu un populiste, le fameux code d'honneur. Bon. Et nous, je pense que de notre côté, la bonne nouvelle, c'est que nous ne nous fléchirons pas tout simplement. On a entendu, ça a été répété à quelques occasions, on a dit que M. Pajot le maire Pajot, respectueusement, a fait part de ça à chaud, mais ce n'est pas la première fois qu'il nous revient avec ce que j'appellerais cette déclaration un peu populiste, d'aller chercher de mobiliser ces gens envers une autre entité pour en cette année électorale-là. Je l'aurais dit cette année. Je n'attendrai pas une autre 4 ans. J'ai même entendu quelque part sur un média, on soulevait encore la question qu'il va y avoir des chèques en CNRS, imaginons. Hein, ça fait déjà, je pense, 8 ans qu'on traîne ce dossier-là. Ce qu'on nous demande de faire, finalement, en faisant un petit calcul, c'est qu'on nous demande de faire une contribution, un don, qui finalement serait illégal parce que vous l'avez dit, il n'y a pas d'appui juridique pour faire ça. Donc, on vous demande à chacun des citoyens dans leur compte de taxes de faire une contribution pas volontaire, mais que nous, pour préserver notre fameux code d'honneur, on facturerait à chacun des comptes de taxes 500 $ pour faire un don en CNRS. Et ça, je vous dis qu'il n'en sera pas question. De toute façon, c'est illégal. On ne pourrait pas le faire. Mais j'invite certains citoyens à faire un don en CNRS, d'aller porter un chèque directement à leur hôtel de ville et de l'appréciation. Ensuite de ça, entre autres, ce que je trouve encore plus particulier là-dedans, si vous l'avez abordé, M. le Président, c'est que la population en CNRS est de 18 000. La nôtre est de 20 000. Et pourtant... 21. 21. Oui, 21 000. Et pourtant, on paye le double en termes là, de code-part. Quand je comprends que notre valeur foncière, c'est le modèle qui a été choisi, puis on doit l'assumer. Bon. Mais il reste que quand même, je fais appel au 100 $ de M. Pajot pour qu'il contribue avec nous à payer ce montant-là total du départ, qui est de 42 millions. On va en payer nous autres 28, lui 14. Bien, je fais appel à son centre de l'honneur pour contribuer et qu'on puisse se partager à nous deux les frais des services qui sont rendus dans nos deux villes liées. Okay? Parce que ce cherche, comme vous l'avez expliqué, M. le Président, on ne reçoit pas moins de services. Je dirais même, on ne reçoit pas plus de services. Bon. J'irais même plus loin que je pense qu'il reçoit au niveau du RTC de façon substantielle, beaucoup plus. Ils ne portent pas l'autobus aux 10 minutes à Saint-Augustin. Ça se peut que ça se passe à Seine-Lorraine. Ils vont avoir à vélo d'ailleurs également. Mais tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux parce que c'est une ville périurbaine qui est encore plus près de la grande ville que nous. Puis dans un sens, c'est normal. Mais d'un autre côté, il ne demeure pas moins qu'on paye le double d'eux autres. Je pense que notre contribution, on l'a fait là. Quelque part, à chaque fois qu'il y a des dépenses d'agglo qui touchent en Seine-Lorraine, mais on paye le double d'eux pour ce qui se fait sur leur territoire. Bon. Puis pour ce qui est du règlement, on nous a présenté le règlement, on l'a présenté à nos experts, on nous a présenté une formule qui est digne d'un concours de mathématiques. Si on pourrait la présenter à l'écran, là, vous verriez, là, c'est ce qu'on voit dans les films là, de concours mathématiques, là, qu'il y a un génie qui vient à comprendre tout ça. Mais avec cette formule-là, on ne réussit pas à avoir un fichier qui nous permet d'avoir une prévisibilité puis nous dire ça va être quoi l'année prochaine puis ça va être quoi dans 2 ans. C'est impossible à savoir. C'est n'importe quoi. Okay? Tout ça, là, peut-être, peut être appuyé par des données, mais nous, en tant qu'élus, en tant que conseil d'administration, on a besoin d'avoir des chiffres clairs, avoir un chiffrier qui nous dit exactement ce qu'il y en est. Ce qui avait été proposé à l'époque par vous, M. le Président, c'était une entente avec la Ville de Québec, et là, vraiment, c'était une entente qui prévoyait tout simplement une indexation qui était simple. On paye 30 millions, 2 d'augmentation du coût de la vie, on tombe à une augmentation de 600 000. C'est clair, c'est simple, c'est chiffrier. On peut planifier, on peut faire des projets avec ça. Vous savez, pour nous, là, d'avoir une augmentation là, comme on a eu dans les dernières années, c'est pratiquement 10 de notre budget. Pour avoir une augmentation de 10 millions pour la Ville de Québec, là, 10 millions pour eux, c'est sur un budget de 1,9 milliard. Alors, pourquoi toutes ces tracasseries d'arriver, puis de tenter d'arriver, puis de faire une formule impossible à comprendre, avec un plein de si, au cas où, on ne sait pas, on va le savoir, on verra, on en discutera, puis on verra plus tard. C'est ça qui nous a été présenté, là.
Puis je terminerai par ce que vous avez souligné, M. le Président. C'est qu'on était à 27 millions il y a 2 ans. On est monté à 32. Et là, tout à coup, on nous propose de revenir à 27 millions. À l'époque, il y avait un règlement sur le plafonnement des dépenses mixtes qui avait sauté, puis qui a fait en sorte qu'on est passé de 27 à 32 dans une seule année, pour lesquelles on ne pouvait rien dire, comme dans le règlement qui est là présentement. Qu'est-ce qui nous dit que dans un prochain conseil, une prochaine année, il n'y aura pas un autre règlement qui viendra défaire ou refaire ou augmenter ou diminuer tout ça? On n'a aucune preuve. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une entente. Présentement, ce n'est pas une entente, mais une entente qui est claire, qui donne de la prévisibilité, puis qui soit enchâssée dans une loi. Là, on pourrait parler vraiment d'un vrai partenariat avec le respect à la valeur que nous pouvons contribuer. On n'est pas au Québec, là, mais je le répète que notre budget au total est autour de 70 millions au total avec notre budget de proximité, et de Québec est de 1,9 milliard. Là, on nous parle des montants qui peuvent avoir un impact significatif sur nos projets puis sur les comptes de taxes des citoyens. C'est pour ça, Monsieur le Président, que j'appuie votre position dans ce dossier. Merci. Très bien. Monsieur Simard a mentionné en tout cas, il était assez critique à l'endroit du projet de règlement, comme je l'étais d'ailleurs. Et on se demande un peu pourquoi tant de tracasseries, si je reprends les mots de mon collègue. Une partie de la réponse là-dedans, c'est qu'on sait qu'à Québec, l'administration, que ce soit l'administration ou le contentieux, n'est pas très heureux, évidemment, d'avoir perdu. Et donc, il ne doit pas être très ouvert à une quelconque forme d'assouplissement. Donc, là-dessus, je tiens quand même à souligner le travail du conseiller Pierre-Luc Lachance de la Ville de Québec. On est totalement ou à peu près totalement insatisfait du résultat, mais j'ai dit qu'il y avait quand même là-dedans des choses qui étaient bien. Les choses certaines, je sais qu'il a travaillé très fort à essayer d'arriver à quelque chose, malgré une résistance qu'on sent évidente au sein de la machine. Je ne parle pas d'ici, je parle de Québec. Là. Donc, je tiens à souligner quand même que je sais qu'il a travaillé sincèrement fort à essayer d'arriver à quelque chose qui n'est pas un succès, loin de là, selon nous, mais n'empêche, il y avait une bonne volonté à tout le moins. Mon collègue a aussi parlé d'incorporer un règlement éventuellement dans une loi, pas incorporer, mais l'enchâsser dans une loi. C'est le souhait qu'ont nos collègues de Québec et l'ancienne Lorette avec ce règlement-là. On verra ça en temps et lieu, mais pour le moment, c'est clair que dans l'état actuel du projet de règlement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de le pérenniser dans une loi parce que c'est d'autant plus difficile à défaire. Et étant donné que ce n'est pas avantageux, et intéressant, je ne pense pas que c'est une bonne idée de le mettre dans une loi. Par contre, si on en venait à avoir, que ce soit, comme M. Simard a dit, une entente ou un projet de règlement qui se tienne, qui soit prévisible, qui fasse en sorte qu'on ait une quote-part prévisible, stable et équitable, là, je verrais d'un très bon œil, effectivement, que ce soit passé dans une loi. Voilà, ça fait le tour pour ça. Oui, j'ai aussi écrit tout à l'heure, je vous ai lu ce que j'avais écrit aux médias. J'ai dit que je pouvais raisonnablement croire, vraiment, j'ai pas mon petit croche, mais que je pouvais. Je crois pouvoir affirmer que plusieurs, sinon tous, abondent dans ce sens en parlant des conseillers. Le conseiller Le Brassard n'est pas là ce soir, mais il m'a quand même dit qu'il abondait à 100%. Donc, je vous transmets son propos.